fait, un développeur senior, en version très simple, c'est le développeur qui va te coûter moins de temps en management. Donc, moins de coaching, moins de mentoring. Tu vois, il va être beaucoup plus indépendant et autonome dans sa manière de faire les choses. Donc, forcément, tu vas avoir beaucoup plus confiance, en fait, et tu vas savoir qu'il sait gérer des projets de manière assez large. Un développeur, ce n'est pas que le code. Un développeur, c'est bien beaucoup plus d'autres compétences que le code. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler du développeur au sens propre du terme. Nous allons parler au fait de comment s'améliorer en tant que développeur et comment au fait atteindre l'étape senior. Alors déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour encourager la communauté et à nous rejoindre sur Discord. Sur Discord, nous organisons plusieurs conférences, plusieurs programmes, que ce soit dans le domaine du développement d'applications, que ce soit dans le domaine du DevOps, que ce soit dans le domaine de l'agilité. N'hésite pas à nous rejoindre pour bénéficier de tout cela et aussi partager ton expérience avec la communauté. Alors, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Rudy. Rudy, au fait, qui est le CTPO de chez Capcar, ok? CTPO chez Capcar, qui aujourd'hui nous partage en réalité ses compétences, ses connaissances dans le domaine de l'informatique et plus principalement dans le domaine de la programmation. Rudy, c'est plus de 20 ans d'expérience. Dans cette vidéo, Rudy nous livre, au fait, son aperçu, ses expériences, son retour d'expérience dans ce domaine-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo, à liker la vidéo pour encourager la communauté, comme je l'ai dit. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, bonjour Rudy, merci de nous accorder au fait son temps sur la chaîne Jeux-Lab pour partager ton expérience et profiter de tout cela avec ma communauté. Donc, je vais commencer avec une première question. C'est qui Rudy? C'est une question compliquée. Qui je suis? Alors, je vais me définir plutôt par mon parcours et ce que j'aime faire. Donc moi, ça fait 20 ans que je code. À vrai dire, j'ai découvert le web dans les années 2000. J'ai eu mon premier ordinateur et puis c'est une époque où Internet commençait à se développer. J'ai découvert Internet, sauf que sur Internet, il y avait rien à y faire. Il n'y avait pas de Facebook. C'était le tout début de Google, il y avait très peu de sites, tout ce qu'il y avait c'est quelques forums de discussion, des petites choses comme ça. Oui. Et là j'ai découvert le web et tout de suite ce que j'ai essayé de faire c'est des sites internet. J'ai commencé à coder, à développer, à bidouiller dans mon coin, à apprendre ce que c'était qu'un serveur, à m'intéresser à Linux, à faire des premiers sites internet. Oui. Puis c'est une passion que j'ai continué assez longtemps, quelques années. Mais vraiment un vrai hobby. Et un jour j'ai eu un déclic. J'ai mon oncle qui m'a dit, qui est venu me voir, il m'a fait qu'est-ce que tu fais? Et puis il m'a dit tu sais que c'est un vrai métier. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc j'ai découvert ma voie à ce moment-là. Je le faisais comme un hobby, tu vois, comme on pourrait jouer aux jeux vidéo ou autre. Puis j'ai découvert que c'était un métier. D'accord. Donc après ça, j'ai fait des études dans l'informatique. Un BTS, après j'ai fait Super Info, et puis j'ai rejoint quelques boîtes. J'ai commencé dans une mutuelle à faire du Delphi, du C#. Après j'ai rejoint une boîte de e-commerce. Je suis revenu dans le PHP au tout début de React et des frameworks JavaScript un peu modernes. J'ai développé là-bas. Je suis passé par de la presse, groupe d'intermédiation et un parcours assez riche fonctionnellement avec des organisations assez différentes. Tout en passant au fur et à mesure par des postes de développeur, de lead développeur, plus orienté vers de l'architecture. Et là, il y a 3 ans, j'ai rejoint Capcar sur un rôle de CTO à la base. Oui. Donc avec une dimension plus sur le management, l'organisation de l'équipe, comment structurer l'équipe pour être efficace sans jamais perdre le bagage technique que j'ai derrière. Oui. Et là, il y a quelques mois, j'ai pris aussi la casquette de CPO. Donc aujourd'hui, je suis CTPO et puis j'interviens sur les problématiques à la fois tech et produit. Parce que pour moi, la tech, en engineering et le produit, c'est la même chose et on fonctionne ensemble.
Oui, oui. Voilà à Mais, peu près qui je suis au travers de mon parcours. oui, je vois, je vois. Mais en réalité, quand je prends le domaine de l'informatique, surtout de la programmation, tu as dit que tu l'as découvert, ainsi de suite avec le temps. Mais comment, en fait, tu as géré, au fait, tes débuts là? C'est-à-dire, voilà, la programmation, quand on commence, on est face à plusieurs difficultés, le code ne marche pas, et voilà, d'autres se découragent. Comment toi, tu as pu gérer ça à tes débuts? Ouais. Alors, c'est vieux, hein, parce que mes débuts, c'est il y a 20 ans, mais Ouais. je pense que ce qui m'a permis de gérer ça, c'est la passion. Tu vois. Et au début, oui, quand je regarde en arrière, le code que je faisais à l'époque, c'était Ouais. du code qui pouvait être moche, Ouais. qui fonctionnait. Et des fois, tu commences à coder un truc et tu te rends compte à la fin, ça marche pas et tu t'es embrouillé tout seul dedans. Oui. Mais ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est qu'il faut y aller avec méthode. Si tu veux ne pas t'empêtrer là-dedans, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que c'est bien d'avoir de la pratique, mais c'est aussi bien d'aller lire de la documentation, d'aller creuser, d'aller essayer de bien comprendre en parallèle du code qu'on fait. Il suffit pas de se lancer et de dire que tu vas tout découvrir tout seul en codant. C'est qu'il faut aller chercher l'information où elle est, et en fait, c'est elle qui te rend plus efficace. D'accord. Alors, tu vas pas forcément tout comprendre d'un coup, mais même si tu comprends 50% d'une doc avant de coder, en fait, des fois, ça t'aide. Ouais. Alors, c'est plus compliqué au début, parce que le premier langage, c'est souvent le plus compliqué, mais quand tu apprends le deuxième langage, le troisième et autres, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont que tu peux transverser, qui sont transposables. Oui. À côté d'une autre. Et les frameworks, c'est pareil. Tu as appris un premier framework, bah, tu te rends compte que les autres, c'est un peu la même chose. Ouais. Et puis, il faut pas hésiter. Un autre conseil, c'est qu'il faut pas hésiter à aller voir le code d'autres personnes. On est dans un monde où il y a plein de projets open source. Il y a même ton framework et les librairies que tu utilises, faut pas hésiter à aller voir comment elles sont faites et pourquoi. Et souvent, on découvre pas mal de petites choses. Et avec le temps, tu vois, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, en fait, c'est comme ça qu'on progresse. C'est avec des petites améliorations, tous les jours, on progresse, on apprend. Oui. Et au bout de quelques années, on en sait beaucoup plus. Et c'est vraiment ces petits pas qui font que qu'on est de plus en plus efficace. Ouais. Surtout, il faut jamais se dire j'ai fini d'apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Tous les jours, on apprend petites choses. Et jusqu'à, oui. Et c'est comme ça qu'on devient senior, expert. Bah non, mais c'est très important ce que tu viens de dire. Ce que je retiens aussi, c'est que tu as dit la passion, tu étais déjà passionné. Et ce qui t'oblige, t'amener au fait à ne pas te décourager, à vouloir chercher, fouiller jusqu'à voilà, atteindre ce niveau-là. Mais comment ça a commencé l'aventure au niveau de Capcar? Déjà, Capcar, c'est quoi et pourquoi tu as rejoint Capcar? Ouais. Alors, Capcar, c'est une boîte qui fait de l'intermédiation dans les voitures d'occasion. Donc, on essaye de se positionner entre un acheteur et un vendeur pour apporter le service qu'apporterait un concessionnaire traditionnel, mais les prix de la vente à particulier. Donc, on a un intermédiaire de confiance entre deux particuliers. Et ce qu'on vient faire, c'est on vient accompagner les vendeurs pour bien positionner leur prix pour que ça se vende le mieux possible. Oui. On vient inspecter les véhicules pour garantir leur état et afficher des annonces qualitatives en ayant tout inspecté, à la fois le moteur, pris des photos professionnelles des véhicules, pris le niveau de tous les consommables et ainsi de suite, pour pouvoir diffuser des bonnes annonces sur l'ensemble des plateformes de sites annonces, mais aussi sur notre site. D'accord. Ça nous permet de trouver un acheteur. L'acheteur, lui, on lui propose toutes les informations sur les véhicules, donc il a tout ce qu'il faut pour choisir le véhicule qui est bon pour lui. Et derrière, on garantit les véhicules, on l'accompagne et puis on vient sécuriser la transaction entre l'acheteur et le vendeur. D'accord. Donc on récupère les fonds sur un compte séquestre, on les accompagne et puis on organise tout ça avec eux pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. Et pour faire ça, du coup, chez Capcar, on a besoin de pas mal d'outils. Donc, on a un back-office utilisé en interne, mais aussi par nos réseaux d'agents indépendants. On a notre front office, notre site web, un public, pierre.fr, qui permet aux clients, acheteurs et vendeurs de gérer vraiment leur projet. Donc, on a un espace client assez complet où on a toutes les informations, on donne tout
tout ce qu'on peut imaginer, on le donne à leurs clients. D'ailleurs, on a accès à toutes leurs statistiques et tout ça. On a des funnels à la fois de qualification pour bien aider et accompagner les clients de manière assez efficace, et puis tout un plan du site qui est très orienté e-commerce, où on a un catalogue de produits pour chercher le bon véhicule et puis le réserver en ligne. Je vois. Voilà ce qu'on fait. Ok, super. Mais comment vous faites ça, commencer l'aventure avec Capkai? Tu es devenu CPO, c'est-à-dire, au fait, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé avec le développement. Je pense que comme tu as dit 20 ans d'expérience, je pense que tu es arrivé à un niveau senior quand même dans le code. Mais comment vous faites ça? Comment ça c'est arrivé à ce niveau-là? Si tu veux, pour moi, le côté CTO, alors j'ai rejoint en tant que CTO et après j'ai pris la casquette produit avec le CPO. D'accord. Et pour moi, les deux sont fortement liés parce que le bon développeur doit avoir un côté business, parce qu'on doit comprendre dans quel environnement on évolue, on doit comprendre l'impact de notre travail et essayer de faire les bons choix en continu. Okay. Et le rôle du développeur, c'est pas juste pour moi de coder dans son coin et de faire du technique pour la technique, c'est d'avoir de l'impact sur l'organisation grâce à ce qu'il sait faire. Alors oui, il sait faire des outils, il sait faire des produits, il sait faire tout ça. Donc le lien entre le produit et la tech est juste là, c'est la dimension business, c'est quel produit ou quelle fonctionnalité on va devoir faire pour avancer. Et dedans, cette casquette de C-level, elle est là essentiellement pour porter de la structuration et de l'efficacité dans l'équipe technique. Okay. C'est comment on va organiser l'équipe pour qu'elle soit efficace dans la durée, mais à la fois parce qu'elle pourra développer rapidement des bonnes choses et que les choses qu'elle développe sont des choses qui vont avoir de l'impact pour l'organisation. D'accord. Mais tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit au fait que un développeur, c'est pas que le code. Tu as dit au fait que il faut aussi être dans un processus business, participer en réalité à l'amélioration du produit, être conscient de l'impact que fait ce qu'on est en train de faire. C'est bien ça? Exactement. Parce que si tu veux, la chaîne de production de valeur, elle commence où, tiens, on a une problématique côté métier. Il y a un truc, qui est là, qui est problématique, qui nous fait perdre du temps ou qu'on vous aimerait améliorer ou autre. Après, il y a toute une partie de comment on conçoit, comment on répond, quelles solutions on va mettre en place pour ça. Et c'est des fois là où tu as des équipes produits ou pas d'ailleurs, mais où tu as déjà les premières discussions comment on va faire les choses. Les équipes produits. Après, comment tu les réalises, tu vois, et là tu rentres dans le code. Mais comment tu les structures aussi, tu vas avoir de l'architecture. Après, comment tu les mets en prod. Et comment ta chaîne de production, elle est efficace. Parce que l'idée, c'est là où rentre en jeu un petit peu le DevOps, c'est comment tu simplifies et tu raccourcis ton lead time pour que ce que tu as développé aille le plus rapidement possible en production. Et une fois en production, là, le travail du dev ne s'arrête pas forcément parce que ta feature qui tourne en production, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle marche? Quel impact elle a sur ton business? Comment tu viens monitorer ce qui se passe pour savoir si c'est efficace? Et ça aussi, ça fait partie de ce travail-là. Savoir que ton système fonctionne bien et correctement, c'est tout aussi important. Et en plus, c'est cette mesure et le fait que ça tourne en production qui vient alimenter tes premières discussions, qui te permettent de retourner dans un cycle en disant ok, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, et puis de rentrer dans un cycle. Ton pipe, il est très large et le développeur qui est capable de le comprendre entièrement et de pouvoir interagir sur toutes ces phases, alors tout seul ou avec d'autres gens, c'est le développeur qui est capable, ce sera le meilleur développeur en général. Et pour moi, c'est que ça. C'est pas juste coder ce qu'on te demande, puis après passer la main à quelqu'un d'autre qui va le mettre en production et puis attendre qu'on te demande autre chose. Donc en réalité, tu entends dire qu'un développeur, c'est quelqu'un qui doit mélanger coder et aussi l'opérationnel, c'est-à-dire pouvoir être capable d'automatiser ce qu'il a fait pour le développement. Exactement, mais aussi de comprendre le business et apporter les bonnes solutions. Donc c'est encore plus large, c'est qu'il y a ce côté lien avec l'infrastructure. Alors dans certaines boîtes, peut-être en DevOps, ça peut être un profil de SRE ou autre qui gère ça. Mais
mais le pipe complet, c'est ça qui est important à avoir en tête. Et dedans, chacun peut avoir ses propres compétences, mais comment on vient à interagir au bon moment et tout comprendre là-dessus. Oui, oui. Mais il y a une question qui me revient aussi en tête. La plupart des jeunes qui me suivent bien sûr au jeu, la plupart en fait se considèrent souvent comme experts en programmation ou voilà de bons développeurs. Selon toi, vu que en fait voilà tu es CPO de Capcar, parmi la liste des développeurs, je pense qu'il y a plein de développeurs à Capcar. Comment tu qualifies quelqu'un de développeur senior ou de quelqu'un en fait compétent dans ce domaine du développement là? Si tu veux, pour moi, la seniorité chez un développeur, en fait, un développeur senior, en version très simple, c'est le développeur qui va te coûter moins de temps en management. Donc, moins de coaching, moins de mentoring. Tu vois, il va être beaucoup plus indépendant et autonome dans sa manière de faire des choses. Donc, forcément, tu vas avoir beaucoup plus confiance et tu vas savoir qu'il sait gérer des projets de manière assez large. Tu vois, moi, la seniorité, on la voit comme ça. Je la vois comme ça. Après, cette seniorité, pour arriver là, elle est accompagnée d'expertise. C'est-à-dire que ton développeur, celui qui sait à la fois qui va être bon en algo, qui va pouvoir intervenir sur l'architecture, qui va pouvoir dialoguer avec des profils différents, qui va pouvoir à son tour transmettre des connaissances et mentorer. En fait, tout ça, c'est ces compétences en fait qui font que c'est quelqu'un d'autonome, responsable et capable d'avoir un impact tout seul en fait, en ayant moins besoin de coaching et de mentoring lui-même. Oui. Je comprends très bien ce que tu dis. Mais comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Toi qui as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Oui. Comment? Alors, c'est un long chemin. Oui. Et ce qui est important, je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est d'apprendre tous les jours. Quelle que soit l'entreprise, on peut apprendre beaucoup de choses et on va apprendre autant de choses techniques que de soft skills, d'éléments pour bien dialoguer, pour bien transmettre des connaissances, pour bien comprendre un besoin ou le business dans lequel on évolue. Et ça se développe avec le temps. Il faut un peu de temps pour le développer. Mais il ne faut pas juste du temps, il faut aussi du travail. Face à une nouvelle problématique, une nouvelle chose, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions, de bien réfléchir, de creuser les sujets et d'essayer de les comprendre. Et pas juste d'être dans la pure réalisation. Parce que si on essaye de faire et qu'on s'enferme en domaine, la progression va être plus longue. Oui. Donc c'est un mélange de travail et de temps. Parce que plus tu as de temps, en fait, plus tu peux travailler à apprendre des choses. C'est pour ça que les deux sont liés. Donc c'est se dire que tu peux pas avoir quelqu'un qui arrive sur le marché qui code depuis 1 an qui va te dire je suis senior. Oui peut-être, mais viens passer l'entretien chez nous et tu verras que t'es pas senior du tout. Par contre, avec le temps, tu vois, même si c'est des profils expérimentés, ils ont pas forcément encore tous cette seniorité. Il y a même des gens qui ont 10 ans d'expérience parce que des fois il a manqué cette compréhension au fur et à mesure, ce dialogue des secteurs et des compétences qui sont moins développées et qui pourtant sont essentielles à ça. Oui, parfait. Mais tu as dit quelque chose qui est venu tout à l'heure. Tu as dit au fait, viens à Capcar pour faire les tests et on va te voir si tu as ce niveau senior là. Mais comment se passent les tests réellement à Capcar? Si tu veux, un test chez Capcar, si tu veux, alors je vais parler plus du processus d'entretien de recrutement au sens large. En général, je fais un premier entretien avec le candidat qui est juste là pour que je comprenne ses motivations, puis il comprenne un peu Capcar, ce qu'on fait et comment on le fait, et vraiment un échange pour voir s'il y a un fit. Si notre culture et ce qu'ils cherchent sont en phase, parce que ça aussi c'est important. Et c'est vraiment important parce que des fois, c'est la bonne personne au bon endroit, c'est la personne qui est aussi en phase avec la culture, la manière de faire, qui permet qu'on avance tous ensemble. Donc le premier entretien, c'est pour valider ça. Le second entretien, c'est l'entretien technique. Alors chez nous, ça se passe en 2 étapes. Donc il y a une toute petite étape qui est un petit exercice de live coding. On fait beaucoup de JavaScript, donc il peut se faire en JavaScript, en TypeScript, mais c'est d'écrire juste un petit morceau de code
et en live, hein, et d'interagir, hein, d'expliquer pourquoi et autres, mais de manière assez courte, ça dure 15 minutes. Et nous, ça nous permet de voir l'approche que la personne a en face pour coder, sa connaissance du langage, et puis comment elle répond comment elle répond au problème. Et ça permet de voir assez simplement ces choses-là. Si tu veux, on peut voir si quelqu'un est habitué à faire du TDD, avoir une approche structurée pour résoudre un problème, ça se voit assez vite. Là, ça se vient avec la seniorité. Quelqu'un qui maîtrise bien le JavaScript ou le langage, ne va pas utiliser forcément la même enfin, les mêmes fonctions, la même approche quand il va coder, et son code ne sera pas tout à fait le même. Et puis après, est-ce qu'il répond bien aux besoins? Ça, c'est le premier quart d'heure, et en général, ça dépasse pas plus d'un quart d'heure. Après, c'est plus une discussion orientée pour essayer de le positionner sur tout le spectre de compétences potentielles qu'on peut avoir, aussi bien en largeur qu'en profondeur. C'est-à-dire qu'un développeur, chez nous, les développeurs sont plutôt full stack, mais ça peut savoir faire plein de choses. Et chez nous, ils interviennent sur le front, sur le back, sur de l'architecture, un peu sur de l'infrastructure, sur différents sujets. Et quand j'ai une personne en face, l'idée, c'est de pouvoir la cerner, la positionner partout. Se dire, c'est quoi ses compétences sur le front-end, par exemple? Sa connaissance des technos qu'on utilise aujourd'hui. Après, sur le front-end, ça peut être aller un peu plus loin, mais comment elle est à l'aise sur l'intégration, sur le HTML, CSS, sur les notions d'accessibilité, sur le développement JavaScript sur le front, sur React, par exemple. Et on va essayer de le creuser, de le positionner là-dessus avec des questions qui sont ou une discussion, hein, parce que le but c'est que ça soit linéaire, qui soit de plus en plus poussé. L'idée c'est pas que personne ne sait tout, mais c'est de pouvoir essayer d'évaluer où est la personne sur ces compétences-là. On va passer au back-end. C'est pareil, sur le back-end, tu as pas mal de choses à creuser, hein, sur le rythme, sur sa manière de concevoir, sur les technos qu'il utilise, sur la partie base de données aussi. Quelle base de données il maîtrise, comment, tu as quelques questions peut-être sur le SQL, sur les bases de données relationnelles, sur sa représentation des choses. Et là, en fonction des questions, tu peux voir assez rapidement le niveau de maturité d'un développeur. C'est-à-dire sur une base de données, rien que sur les bases de données, tu creuses, tu vois un développeur qui va dire moi j'utilise des bases NoSQL, et puis que dans sa tête tu te rends compte assez vite que NoSQL c'est base de données orientée documents, puis c'est juste MongoDB et qu'il l'utilise juste parce qu'il n'a pas eu à apprendre le SQL, tu dis qu'il y a des choses qui manquent peut-être sur certains aspects. Et ça c'est assez fréquent chez des développeurs un peu jeunes à notre époque. Chez d'autres, ils pourront aller beaucoup plus loin sur ces bases de données, ils pourront s'expliquer l'avantage des bases relationnelles, leur inconvénient sur certains trucs, les différentes typologies de bases NoSQL, tu vois, est-ce que tu as des bases orientées documents, orientées graphes, clés valeurs et ainsi de suite, que tu as des théorèmes, que tu peux avoir des choix à faire entre des bases qui sont orientées pour qui sont faites pour être beaucoup plus disponibles que d'autres et qui ont des cas spécifiques, et tu peux creuser. Et là, c'est juste un domaine. Ça, c'est applicable sur toutes ces transversalités qu'on peut avoir. Après, on va parler aussi un peu d'architecture. Sur l'architecture, mais à la fois l'architecture logicielle, l'architecture SI, et comment intégrer la bonne personne dedans. Tu vois, sa connaissance de patterns d'architecture, comment il conçoit un système, une application en fait. Alors, on peut parler de DDD, d'architecture hexagonale, de CQRS, de choses comme ça. Déjà, c'est pareil, hein, ça dépend de la personne en face. Il peut y avoir différents niveaux. À parler un peu d'infrastructure, de DevOps. Est-ce qu'il a déjà mis un peu touché à Docker? Est-ce qu'il a déjà touché à du Kubernetes? Est-ce qu'il a déjà fait différentes choses? Après, on va parler de la partie data. Comment il fait ses choix en continu? Comment il analyse? Qu'est-ce qu'il utilise? En fait. Et là, c'est une discussion assez large, en fait, pour essayer de le cerner sur tout ça. Et là, en même temps, cette discussion permet de voir humainement, tu vois, la personne en face, elle est capable de te challenger toi-même sur certains sujets, mais d'être à l'écoute sur d'autres. Parce qu'il y a un truc qui est important,
quand on recrute quelqu'un, si tu veux, et que je cherche beaucoup dans le mindset, c'est ce qu'on appelle le disagree and commit. Tu vois, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi, elle est capable de dire, bah là, je suis pas d'accord. Tu vois, et elle est pas d'accord, et puis elle est capable d'argumenter, et ça, c'est super important. Mais elle est aussi capable, une fois qu'une décision, qu'un truc est pris, de s'aligner. Et de se dire, OK, j'étais pas d'accord, mais là, bon, la décision est prise, j'y vais à fond, mais j'y vais pas juste pour dire, ah, tu vois, j'avais raison, mais parce que l'équipe a choisi, et puis il y a eu un choix qui est fait, et on avance. Tu vois. Et tout ça, tu vois, sur les... Voilà, ça permet de se faire passer un peu l'entretien technique, et puis de valider les compétences avec une scorecard, et puis de se dire, tiens, le développeur que j'ai en face de moi, je suis prêt à lui faire une offre, puis je suis prêt à lui faire une offre à temps et pas à temps. Parce qu'il y aura des gros écarts entre des développeurs, donc ça permet de payer justement la personne en fonction de ses réelles compétences. Je vois très bien. Je vois très bien ce que tu dis. Mais voilà, tu as parlé au fait du TDD et j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que c'est vraiment important pour un projet? Je ne te prends pas un gros projet, mais est-ce qu'il faudrait vraiment adopter au fait le fait de faire tout le temps du TDD lorsqu'on code? Ça dépend et à vrai dire, la pratique est super intéressante. Et si tu veux, même quand tu es junior ou autre, ou que tu débutes, se dire, bah, en fait, j'ai mes tests qui vont essayer de m'aider à mieux coder au fur et à mesure. C'est vraiment de faire les tests en même temps que le code pour mieux coder. Bah, ça peut aider à mieux coder à terme. Et en faisant les deux ensemble, en fait, ça te donne un guide pour le faire. Ça veut pas dire que la technique est simple à appréhender, parce qu'il y a beaucoup de devs qui ne l'ont pas, qui n'ont jamais utilisé, mais elle peut avoir des intérêts dans certains contextes. Même dans beaucoup de contextes. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire sans. Ça veut pas dire, si tu veux, mon point de vue, c'est qu'il n'y a aucune pratique qui est obligatoire jamais. À partir du moment où tu sais pourquoi tu l'utilises pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir pourquoi tu l'utilises ou pas. Essayer de comprendre. Mais le but final du développement dans une entreprise, c'est de pouvoir développer toujours plus vite et d'avoir de l'impact toujours plus important sur le business. Et pour le faire, c'est une question de pratique, d'architecture et autres. Et les choix que tu fais, elles sont censées te permettre d'aller toujours aussi vite, demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois et dans un an. Et sans favoriser l'un par rapport à l'autre. C'est qu'elles doivent te permettre d'aller vite maintenant, mais d'aller vite dans 3 mois, dans 6 mois. Et toutes les pratiques, ce ne sont que des outils qui aident à ça. Et le TDD en fait partie. Parfait. Mais voilà, t'as parlé tout à l'heure de l'importance au fait du code et tout ça, du TDD, mais ce qui me revient aussi, c'est le côté freelancing. C'est-à-dire, au fait, t'as commencé, t'as codé, t'es passionné, mais est-ce que t'as jamais pensé à te mettre en freelancing plutôt que être CTO de Capcar? Je vais te raconter une histoire exclusive. Moi, j'ai fait du freelance, mais il y a très longtemps, en parallèle des études. Et pas du freelance pour bosser pour une entreprise, mais pour bosser en interne d'une entreprise, mais pour faire des projets. Donc à cette époque, tu vois, j'ai fait différents petits sites internet. J'en ai fait un pour une mairie, j'en ai fait un autre pour quelqu'un qui lançait son entreprise. Donc des petits sites comme ça. Mais ce qui me plaisait, moi, c'était de coder. Tu vois. Donc j'avais pas cette fibre business, pas du tout encore à l'époque. Ce qui fait que j'ai vendu des sites pour 500 €, qui m'ont coûté 3 jours et des allers-retours. Tu vois, et en fait, je me suis rendu compte assez vite à cette époque-là que moi, je voulais bosser avec d'autres gens, être intégré, et puis que j'avais encore beaucoup de choses à progresser. Donc, quand j'ai fini mes études, j'ai arrêté cette activité et je me suis pas lancé en freelance. Et je suis passé par différentes boîtes où, en fait, j'ai pas eu d'intérêt à passer freelance parce que si tu veux, j'ai toujours eu la liberté que j'avais besoin. J'ai toujours eu un salaire, une rémunération convenable. Alors vrai, je pourrais aller chercher beaucoup plus en fonction des boîtes, mais je l'ai pas fait. Et si tu veux, j'ai une stratégie aujourd'hui qui est différente.
c'est que je préfère m'engager sur un projet pleinement avec le fondateur d'une boîte et miser très gros à long terme, Oui. plutôt que de miser sur le court terme en disant je vais être freelance et je vais gagner plus de mon temps en étant indépendant. Ok. Tu vois, Ouais. je préfère viser de gagner des millions dans 5 ans Oui. que de gagner 200 000 euros par an maintenant. Tu vois, et puis c'est des chiffres, hein, c'est extrême, hein, Oui. mais c'est pas sûr. Tu vois, et c'est un choix. Tu vois. Mm. Ça veut pas dire que je sais pas ce côté business et un peu entrepreneurial, Oui. mais que je mise pas sur le freelancing. Ok. Tu vois, et c'est personnel. Hein. Chacun peut faire un choix différent là-dessus. Oui. Bah oui, je comprends plus clairement au fait. Bon. Et au fait, est-ce que toi, au fait, tu aurais, de par toi, ton expérience, au fait, quel conseil aurais-tu à donner à ces jeunes-là qui, au fait, veulent, après leurs études, pouvoir, au fait, directement se mettre en freelance? Est-ce que tu leur conseillerais d'abord d'aller dans une entreprise ou soit, voilà, s'ils ont, au fait, l'opportunité de se lancer en même temps, selon toi? Alors je pense qu'il faut qu'ils se posent les bonnes questions Oui. du pourquoi ils veulent être freelance. Et en fait, moi j'ai beaucoup d'amis freelance, hein, mais en général, il y a t'as vraiment deux grandes options pour ça, enfin, ou même peut-être trois. Oui. Il y en a qui vont chercher la liberté de prendre plus de congés, d'être plus libre et puis d'être leur propre patron. Tu vois. Oui. Ils vont vraiment être attachés à ça. Oui. Et d'autres vont chercher plus des revenus un peu plus rapidement. D'accord. Le côté liberté, je le comprends totalement. Oui. T'es indépendant, tu peux prendre plus de voitures. Tu choisis un peu plus peut-être tes clients, tes entreprises. Et oui, il y a peut-être de tout sur le marché. Oui. Tu peux tomber sur une bonne boîte. Le côté financier dépend beaucoup des compétences que tu as. Et il faut pas oublier que c'est un statut où il faut que tu cotises toi-même à côté, Oui. ou si tu as une période où tu trouves pas de mission, bah t'as pas de revenus, tu vois, et t'as ça. Ce qui est peut-être moins facile quand tu es junior. Tu Oui. vois. Et à vrai dire, faut se poser déjà ces questions-là. Oui. Et là, il y a peut-être une autre question à se poser. C'est est-ce que c'est en étant freelance comme ça que je vais apprendre plus et que je vais avoir le meilleur environnement, que je vais trouver le meilleur environnement pour me développer mes compétences et miser sur mon moi futur aussi. Oui, oui. Je vois très bien, oui. Et moi, j'aurais pas la réponse à leur place. Hein. Faut Oui. qu'eux-mêmes se posent toutes ces questions-là. Je vois très bien. Mais voilà, ce qui moi m'intéresse, moi je suis par exemple DevOps et je suis aussi codeur. Et la question qui revient souvent, c'est comment on fait pour avoir un code propre? À quel temps que je peux me qualifier, voilà. Comment je peux dire que ce code-là, il est propre? Est-ce qu'il faut forcément mettre des commentaires? Est-ce qu'il faut forcément réfléchir au nom de variable à mettre? Comment on fait pour avoir un code propre selon toi, vu tes expériences? Après, si tu veux, qu'est-ce que c'est qu'un code propre? Tu prends quelqu'un, Oui. un de tes collègues qui a la même expérience que toi, qui est dans ta boîte. Oui. Tu lui montres ton code, Oui. en combien de temps il comprend? Ouais. Et là, tu as ta réponse. S'il met 5, 10 minutes, une demi-heure à le comprendre, c'est beaucoup. S'il met 30 secondes à le comprendre et dit ton code, il fait ça, il a même pas besoin de lire tout ton code pour savoir ce qu'il fait, c'est que ton code, il a ses caractéristiques et il est facile à lire, à maintenir et à faire évoluer. Au moins à comprendre. Et tout l'enjeu est là, en fait, c'est que tous les choix qu'on fait sont pour que le code puisse évoluer simplement dans l'avenir, parce qu'il est conçu pour évoluer simplement, et parce que si quelqu'un arrive de nouveau sur le projet, il comprend simplement. Donc ça veut pas forcément dire que le code doit être, doit utiliser que peu de connaissances. Il y a des fois, il y a cette compréhension-là, un peu de connaissances. Tu vois, j'ai zéro architecture, donc mon code est plus simple. Non, il n'est pas forcément plus simple quand tu fais ça. C'est la simplicité nécessite pas mal de connaissances, tu vois, pour bien designer, bien structurer ton code, te dire que quand tu vas coder, en général, tu vas essayer de structurer, tu vois, tes fonctions de manière logique, de dire qu'est-ce que ça fait, j'ai choisi le bon nommage, je vais découper mes fonctions, je vais avoir mes fonctions les plus génériques en premier vers le code le plus spécifique, pour que la lecture on puisse la faire pas à pas, si on était un débugger humain entre guillemets.
Donc le nommage est important. Tu vois, tout ça, c'est important. Sur les commentaires, c'est quelque chose d'un peu spécifique, hein, parce que un commentaire, c'est quelque chose que tu vas rajouter à ton code et ton code va évoluer dans le temps. Est-ce que tu vas faire toujours évoluer ton commentaire en même temps? Et souvent, ton commentaire est pas en phase, finit par ne pas être en phase avec le code. Il vaut mieux axer au maximum sur le fait d'avoir du code lisible, simple à comprendre, et que ça soit le code lui-même qui transmette un maximum d'informations. Et le commentaire peut être utilisé, mais de manière très accessoire de temps en temps, quand t'as pas le choix, pour donner une vraie information supplémentaire. Et souvent, chez les développeurs un peu juniors, on se rend compte que certains font des commentaires pour mettre des commentaires et mettent beaucoup de commentaires qui viennent juste décrire le code qui est en dessous. Et ce qui n'a pas d'intérêt, parce que en fait, la meilleure documentation et la documentation la plus exhaustive possible, c'est le code. C'est le code lui-même. Hein. C'est le code qui sert à parler à la machine. C'est le code qui sert à échanger entre deux développeurs pour faire avancer le projet. Et ta doc de base, c'est le code. Et c'est ça qui doit être le plus clair possible. Et le commentaire passe juste des informations qui ne peuvent pas passer dans le code. Parfait, parfait. Donc, je retiens réellement au fait que ça ne sert à rien au fait de forcément mettre des commentaires, parce que au fait les commentaires ne sont souvent pas amenés à être améliorés, mais le code est amené à être amélioré. Donc il faudrait réfléchir à la simplicité du code pour que au fait n'importe qui tombe sur le code puisse le comprendre dans un délai de moins de 5 minutes. On dit ça comme ça. Ouais, même 30 secondes c'est bien aussi. Hein. 30 secondes, tu dis toc 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 et puis mais le plus court possible. Ok, d'accord. Je pense. Bon, nous sommes déjà à la fin de cette première partie sur l'interview. Et je vais te laisser le micro pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là dans le domaine de la programmation qui vont voir cette interview. Parce que Rudy, c'est quand même 20 ans dans le domaine de l'informatique, de la programmation. Sur LinkedIn, on voit plein de publications sur le code qui nous titille souvent par rapport au code, comment ça doit être et tout. Donc, je te laisse le micro pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là qui veulent progresser en tant que développeur. Ouais, alors si j'avais un conseil, c'est toujours le même, hein, c'est de continuer d'apprendre tout le temps d'apprendre et de pas se mettre de barrière mentale. Le rôle du développeur, pas vraiment de frontières. Et puis, en fait, il faut pas vous fixer de limites. Si vous aimez faire des choses, allez-y, apprenez, continuez d'apprendre. Et cantonnez-vous pas dans du code pour le code. Okay. Tiens. C'est large, hein, on peut aller du code DevOps, du front, du back. Enfin, il y a pas de limite et il faut apprendre en continu. Okay. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et puis qui englobe tout le reste. Hein. Ouais, parfait. Bon, moi, je finirai quand même par dire à tous ceux qui vont voir la vidéo de me laisser en commentaire ce que vous avez retenu. Si vous voulez une deuxième partie avec Rudy, laissez en commentaire. Hein. Je pense qu'il ferait un plaisir de cette fois-ci revenir nous parler d'agilité, de DevOps. Et on peut rentrer encore plus de manière approfondie là-dessus. Merci à Rudy et à la prochaine. Merci.